à tous et à toutes. Merci à tous et à toutes de m'avoir permis de décaler l'intervention. Donc oui, je vais vous parler des solutions pour le respect des règles de programmation, un sujet qui nous touche tous et toutes au quotidien. Donc vous allez me dire, ah, ça marche pas. Voilà. Que quel est le problème? On aurait pu intituler ce topo «Quel est le problème?» et donc vous avez tous et toutes en tête les chirurgiens et les chirurgiennes. Et donc pourquoi je me suis intéressée moi à cette question? Je vais vous parler d'une expérience personnelle quand j'étais, jeune anesthésiste où, j'arrive le matin toute contente de faire mon programme et je vois que les 2 premières patientes, qui sont prévues à 8h05 sont, des locales. Alors qu'on avait dit depuis des mois et des mois qu'on ne faisait pas de local en première position parce qu'il fallait, optimiser au mieux le personnel anesthésique pour pouvoir, y effectuer de l'anesthésie générale. Et donc là, je dis: «Bah, non, on fait remonter, la patiente». Le chir, débarque, donc un chir, d'une soixantaine d'années et me hurle dessus, mais me hurle dessus en me vous allez voir un petit film après inspiré de ces faits-là, à peu près. Me hurle dessus en me disant: «Non mais attends, c'est n'importe quoi, je fais ce que je veux, c'est mon programme, c'est ma vacation, si je veux faire passer les locales en première, je fais passer les locales en première». Et donc là, on décide d'arrêter le programme, en fait, parce que moi, je refuse, de faire passer les locales en première. Donc on peut se dire que c'est un problème, je vais raconter la suite de l'histoire après, mais qu'il y a peut-être des solutions. La solution, je vous dis tout de suite, c'est pas de vous cacher les yeux et de vous dire que, vous voulez rien savoir et que vous allez les laisser gérer comme, ils veulent parce que globalement le problème, est effectivement nos relations avec les autres spécialités ou d'être agressif ou agressive, ça n'aura aucun impact. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème est extrêmement complexe et donc pour vous donner la suite de l'histoire, c'est que ça a fini dans le bureau de mon chef de service de l'époque avec, le chirurgien, donc d'une soixantaine d'années en pré-retraite, en pleurs dans mes bras. J'entends encore ses sanglots dans mon cou, qui me dit: «Écoute Emmanuelle, je suis désolée, mais en fait, je suis à bout, je suis à quelques années de la retraite. En fait, je peux pas choisir mes vacations, on m'impose un rythme effréné, je n'en peux plus. Voilà, je suis désolée, j'ai pété les plombs, en fait, je n'en peux plus». Et bah, voilà, il m'a invitée à son pot de retraite, il m'a invitée donc nos relations sont très bien terminées, mais donc vous voyez que c'est beaucoup plus complexe que, des chirurgiens méchants et des anesthésistes gentils, c'est pas la vie. Alors, déjà, on va faire un petit focus un peu, voilà, théorique sur, enfin théorique, sur les règles de programmation. Donc que dit le code de santé publique? Eh ben, que le programme doit être établi conjointement entre les anesthésistes et ceux qui pratiquent des interventions au bloc opératoire. Parce que alors, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais nous, avec les équipes chirurgicales, ça va à peu près. Mais avec tout ce qui est endoscopie digestive, radio-interventionnelle et cardio-interventionnelle, c'est un tout petit peu plus complexe parce qu'il y a un peu de décalage, en fait, entre la mise en place des règles et les pratiques. Donc ça doit vraiment être établi conjointement. Que dit le Conseil de l'ordre? Le Conseil de l'ordre dit la même chose, que ça doit être établi conjointement entre les anesthésistes et les autres spécialités qui exercent au bloc opératoire. Au plus tard, la veille, le programme doit être validé et il faut se poser la question de la gestion des urgences qui est potentiellement un sujet de friction, dans vos établissements. Ça doit être défini à l'avance, en fait, de comment on gère les urgences. Tout ça, ça a été repris dans le travail de l'HAS sur la coopération entre anesthésistes réa et équipe chirurgicale et donc on dit exactement la même chose et les modalités de changement de programme et de rajout de patients, non programmés doivent passer par une concertation entre l'ensemble des acteurs du bloc opératoire. Voilà. Bon, on a des règles et on a une mise en pratique. J'aime beaucoup ce document édité, par l'ARS. Je vous invite à le lire si jamais c'est des questions qui vous intéressent et donc en fait, il faut se recentrer sur c'est toujours la même chose, quel est notre objectif? Et donc quels sont les objectifs de ces règles de programmation? Eh ben, l'optimisation au démarrage, d'accord? On va pas commencer à 9h, l'incision 9h, c'est pas OK pour tout le monde alors que tout le monde est là depuis 7h30, enfin en fonction de vos horaires de bloc opératoire. L'intégration et la gestion des urgences, ça c'est primordial. Limiter les débordements, optimiser les enchaînements, la gestion de la pause méridionale si jamais il y a certaines pauses, dans vos établissements et optimiser l'occupation des salles et le capacitaire TVO. Tout ça des mots très, voilà, d'administratif. Donc quel est le rôle du conseil de bloc? Vous avez tous et toutes un conseil de bloc, au sein de vos unités. Donc en fait, le conseil de bloc, il a vraiment une stratégie de planification.
On valide et on formalise la planification et on aide à l'analyse des données d'activité. Ça, c'est hyper important, parce qu'en fait, on a besoin de nos données d'activité. Si on ne se regarde pas dans un miroir, on ne peut pas, savoir qu'on a une tache sur le nez, quoi. C'est vraiment hyper important d'analyser nos données en fonction des activités de telle et telle équipe, chirurgicale. Voilà, et ça, c'est pour ça, il faut qu'on ait une direction proactive pour nous donner ces données-là. Et évidemment, il faut réfléchir à l'intégration de la gestion des urgences. Ça, c'est ce qu'on a fait. Donc, moi, je suis vice-présidente du conseil de bloc de notre bloc central. Et donc, c'est ce qu'on a fait la semaine dernière. On a validé les vacations jusqu'en 27, pardon, jusqu'en janvier 2027. Et donc, vous voyez que nous, on a des périodes vertes, donc ça veut dire que 100 de l'activité est disponible, des périodes oranges où on diminue de 30 quand ce sont les petites vacances et des périodes rouges où on diminue de 50 de notre activité, notamment on ferme la plateforme d'ambulatoire. On y intègre bien évidemment les congrès d'anesthésistes. Donc, pour que les chirurgiens, enfin les équipes chirurgicales soient prévenues en amont qu'il y aura des fermetures. Et puis, vous voyez, bon, ça c'est juste que la journée jaune, là, le 13 novembre 2026, c'est une journée fermée au programme opératoire qui sera une journée où on fait venir l'ensemble des intervenants du bloc opératoire pour des journées de formation multidisciplinaires, des moments où on parle de soins, de médecine, de ce qu'on fait. Ça, c'est hyper important en termes de qualité de vie au travail, de recentrer sur le soin. Voilà, sans ça, vous pouvez pas bosser. Si vous n'avez pas vos plannings connus, 1 an enfin plus d'un an à l'avance, en fait, vous pouvez pas bosser. C'est hyper important dans nos métiers à garde, dans nos métiers où on est très présent à l'hôpital, de pouvoir organiser sa vie et donc nous, on s'engage, anesthésistes et IAD à fournir, ce planning opératoire. Donc en fait, pour pouvoir, planifier, le conseil de bloc a besoin de données. Alors vraiment, c'est des termes toujours un peu complexes à comprendre, mais globalement, on a besoin du taux d'occupation, du taux d'ouverture, du taux de débordement et du temps réel. C'est ça qui est important, d'occupation des vacations. C'est-à-dire, par exemple, pour la chirurgie orthopédique, voilà, on leur a donné tant d'heures par semaine. Bah, en fait, combien ils ont occupé réellement, d'heures par semaine? Parce que je vous rappelle, je ne sais pas si vous le savez, mais qu'une heure de bloc opératoire, ça coûte 500 €. Donc en fait, c'est quand même enfin, ça coûte 500 € à la société d'avoir une heure de bloc opératoire vide. Donc en fait, on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent, du contribuable. Donc ça, c'est hyper important. La cellule de programmation, donc ça a lieu une fois par semaine et donc il faut au moins un ou une représentante de chaque métier exerçant au bloc opératoire pour optimiser le programme de façon hebdomadaire. L'idée, c'est par exemple, enfin, je pense que vous avez ça dans vos institutions, c'est de dire: «Ouh là là, il y a un BHRE qui est prévu en première position. Bah, nous, en fait, on va le faire passer en dernière position parce que c'est plus simple pour tout le monde, parce que comme ça, on fera le réveil au bloc, on ne le passera pas en salle de réveil». Ou là, par exemple, la colonne, de célioscopie et ben, en fait, pour éviter de la sortir et de la rentrer, pour éviter d'abîmer le matériel et ben, on va mettre, les patients qui ont des célios, enfin, on va les regrouper, pour limiter aussi, bah, les risques, des troubles musculo-squelettiques, pour les aides-soignants notamment. Donc ça, c'est hyper important qu'en fait chaque membre soit, représenté et qu'après cette information soit diffusée à l'ensemble des personnes qui travaillent au bloc opératoire. Nous, ce qu'on fait également, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais, nous, on détermine une salle cible. Globalement, nous, anesthésistes, on est sur 2 salles et on détermine la salle cible, c'est-à-dire la salle qu'on va commencer à endormir. Ça permet bah, que l'ensemble des acteurs du bloc opératoire soient au courant que c'est cette salle-là qui va commencer en premier. Et donc, cette salle-là, en fait, à 7h45, il faut que le patient soit descendu pour une induction à 8h00. Ça permet aux équipes chirurgicales d'être là à 8h05. Et puis, ça permet à l'équipe chirurgicale de l'autre salle de ne pas débarquer à 8h et d'être énervé parce qu'il n'y a personne pour endormir leur patient, alors que vous avez un patient à 3 à endormir et que vous avez besoin d'être focus sur votre salle. Ça a permis, aussi d'améliorer la qualité de vie au travail. Donc, je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais ça, je vous conseille de faire, ça aide beaucoup. Et donc pour ça, la cellule de programmation a besoin d'outils également et pour ça, on a besoin de savoir le nombre d'ajouts au programme entre J-7 et J-1, le temps de vacation opératoire vide, ça on leur donne au conseil de bloc, le taux de déprogrammation. Par exemple, nous, on fait de l'urologie, on a un taux de déprogrammation élevé à cause de ces BU, positifs. Donc l'idée, c'est pas de dire, l'idée, c'est de dire: «Il y a un problème». Donc comment on fait pour remédier à cela et comment on fait pour avoir les ECBU des patients, plus tôt? Voilà, donc tout ça, c'est hyper important. Et après, je pense que alors je ne sais pas si vous avez une régulation, chez vous ou si c'est les médecins anesthésistes qui font la régulation comme c'était le cas chez nous
avant. Nous, depuis 3 ans maintenant, on a une cellule de régulation pour le bloc central, inspirée de la régulation qu'on a au bloc ambulatoire et donc ça nous a changé la vie. Parce que chaque jour, la régulatrice, elle identifie les personnels, responsables, donc elle bosse avec nous, hein, en collaboration étroite avec nous, les anesthésistes du bloc programmé et du bloc des urgences. Elle centralise les demandes de rajout et elle organise la mise à disposition RH et matériel et elle demande les patients en anticipant. Elle a des caméras dans chaque salle et ça lui permet d'anticiper les fins de programme et donc de faire descendre les patients. Ça nous a vraiment changé la vie parce que sinon vous étiez au bloc sur 2 salles en train de devoir anticiper la descente des patients, les machins, c'était vraiment, trop compliqué. Donc je ne sais pas si ça passe. Voilà. Alors par contre, moi il y a pas le son et il va faire le son pour la vidéo d'après. Heu, c'est vrai que la régulation, elle a parfois le mauvais rôle, d'accord? Parce que, elle est là en train de dire: «Le programme passe pas» et tout le monde est là: «Oh non, mais ça va, n'importe quoi». Donc c'est important sur ces postes clés de mettre des personnes qui ont un caractère en tout cas et une compétence professionnelle adaptée à la régulation. Parce que c'est un vrai poste clé, la régulation, c'est vraiment la tour de contrôle. Donc voilà, il faut bien choisir, les régulations. En ce qui concerne la gestion des urgences, c'est pas le topo, mais en tout cas, c'est hyper important de vous poser, mais ça, c'est en conseil de bloc, de savoir si vous dédiez un bloc opératoire à la gestion des urgences ou si vous intégrez vos urgences dans le programme. Et ça, pour ça, il faut décider de comment on fait pour éviter, une fois de plus, les conflits. Et donc, bah, nous, on a un trauma center, donc forcément, on a 3 salles de bloc des urgences dédiées 12 heures sur 24 et 2 heures et 2 salles 24 sur 24. On ne peut pas être un trauma center et ne pas avoir 2 salles d'urgence dédiées, ça c'est impossible. Mais dans chaque structure, c'est important de se dire, bon, bah, est-ce qu'il vaut mieux qu'on se dise, voilà, je prends une salle et on y fait les urgences ou on les met à partir de 14 heures. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, enfin ce qu'il veut, ce qu'il peut. Mais en tout cas, l'important, c'est d'en discuter en amont et de diffuser l'information pour éviter les conflits. Parce que c'est super ce que je vous ai dit, c'est super, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça et j'espère qu'il va y avoir le son. Super. Un petit film qu'on a fait au CVP. Alors c'est pas Voilà, c'est terminé. On débarrasse tout ça. Il est 8 heures du matin ce mardi. La rachianesthésie vient d'être réalisée par le médecin anesthésiste réanimateur pour une résection transurétrale de prostate. Ça va monsieur, vous êtes bien installé? Oui, très bien, merci. Par contre, c'est bizarre, j'ai comme une sensation de chaleur dans les jambes. C'est normal monsieur, c'est l'anesthésie qui s'installe, hein. D'accord. Bonjour monsieur, comment ça va? Bonjour, très bien et vous? Super forme. Bon, écoute, tu peux l'endormir, je vais me laver les mains. Mais il est prêt à être installé là, il vient d'avoir une rachie. Comment ça, une rachie? C'est une anesthésie générale pour les résections, moi, que je veux. Tu sais bien que les patients sont beaucoup plus détendus. Comment répondriez-vous à cette situation selon votre personnalité et votre comportement habituel? Petit 1. Cela vous énerve et vous montez le ton. Petit 2. Vous ne souhaitez pas de conflit, alors vous endormez le patient, bien que vous ne soyez pas d'accord. Petit 3. Vous répondez indirectement que si elle avait été présente au moment de la checklist, cela ne serait pas arrivé, et que comme c'est impossible de discuter avec elle, vous allez endormir le patient, mais que vous ne répondrez pas des complications éventuelles. Petit 4. Vous écoutez et tentez de comprendre son point de vue en lui disant que vous comprenez qu'elle soit en difficulté pour lui expliquer ensuite vos contraintes anesthésiques. Bon. Évidemment, la réponse n'est pas la 3, même si statistiquement, enfin, vous savez que la bonne réponse est la 4, mais statistiquement, dans la vraie vie, on fait plutôt la 3. Tout ça, en fait, est évitable, parce que ça, c'est la vraie vie, si on en a parlé en amont. Si, lors de la cellule d'optimisation, on a précisé: «Le patient doit être fait soulager pour telle ou telle raison». Ça, après, peu importe, chaque équipe s'organise comme elle veut, mais l'important, c'est de discuter ensemble, voilà. Donc ça, évidemment, ce sont des conflits qui peuvent apparaître si on ne respecte pas les règles de programmation. Comme je vous disais, chaque structure est unique, chaque hôpital est unique. Il n'y a pas de solution toute faite. C'est aussi la beauté de notre métier parfois, enfin souvent, c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite. Nous, par exemple, là où je travaille, donc à la Pitié-Salpêtrière, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris, notre vrai problème, c'était les débordements de programmes. C'était vraiment un problème récurrent qui faisait que
on perdait des médecins anesthésistes qui, moi, venaient me voir comme je commençais à prendre des responsabilités pour me dire, écoute, moi, j'en peux plus, en fait. Le programme est censé finir à 18h. Il est 18h15. On en a encore pour 1h15. Et en fait, c'est la 3e fois de la semaine que je demande à mon conjoint ou ma conjointe d'aller récupérer les enfants à la crèche parce que sinon, ils sont sur le trottoir. Enfin bref, des choses que je pense qui vous parlent, très probablement. Voilà. Et donc, les gens partaient. En fait, les gens partaient pour ces raisons-là parce qu'en fait, ça leur devenait intolérable dans leur quotidien. Donc, on s'est posé et on s'est dit, OK, donc nous, notre problème, c'est les débordements. Donc, comment on va faire? Donc, on s'est posé de manière un peu scientifique, quoi. Donc, on s'est dit, OK, donc les IBOD arrivent à 7h30, les IAD arrivent à 7h30 et nous, les MAR, on arrive à 7h45 pour un objectif d'induction à 8h. Et finalement, on fait des réunions d'optimisation toutes les semaines pour dire, bon, bah voilà, là, ça passe pas, donc attention, le programme va pas passer, on va faire des Tetris, quoi, hein, vous avez l'habitude, des Tetris pour essayer de faire passer le programme. Et finalement, malgré tout ça, en fait, ça ne fonctionnait pas. Donc, vous voyez, on avait une heure médiane de fin à 17h36, mais ça, c'était sous couvert d'annulation de patients, en fait. Donc, les équipes chirurgicales n'étaient pas satisfaites, nous, on n'était pas satisfaites, on s'engueulait. Enfin, je pense que ça vous parle, je pense. Et donc, voilà, donc on s'est dit, OK, on va faire comment? Donc là, j'avais repris tous les jours de l'année 2022, donc 228 jours. Et finalement, je m'étais rendu compte qu'on avait dit qu'OK, sur ces 228 jours, il y avait 197 salles qui avaient été annoncées comme ça va pas passer. Et finalement, il y en a 189 où effectivement, c'est pas passé. Mais finalement, très peu, en fait, de salles qui avaient été annoncées dépassantes ont dépassé. C'était plutôt, en fait, des salles où ce n'était pas prévisible en réunion d'optimisation. Parce que finalement, on avait des salles où leur médiane d'induction était à 15h46 et leur médiane d'induction était à 15h46. Donc, en fait, le problème n'était ni l'induction trop tardive, parce que ça aussi, c'était un autre argumentaire, ni le problème de la cellule d'optimisation qui faisait mal son travail. Le problème, c'est que notre métier, il n'est pas réglé comme du papier à musique et que parfois, il y a des difficultés chirurgicales ou anesthésiques qui font qu'en fait, on est retardé dans notre planning. Donc, on a décidé de tout changer en étant sûr, avant de tout changer, que les gens arrivaient bien à l'heure, parce que évidemment, les chires avaient tendance à dire non, mais les anesthésistes, nanana. Non, les heures médianes d'arrivée, c'était 8h05, enfin l'heure de début de première intervention, pardon, 8h05 au bloc. Et donc, du coup, on a décidé en fait de dire, OK, il y a 5 médecins tous les jours qui sont payés pour rester jusqu'à ce que le programme se finisse. Et comme ça, c'est terminé. Et tous les autres sont sûrs qui partent, alors on a changé, on a fait 17h, partent à 17h. Et ça nous a changé la vie. Ça nous a changé la vie déjà parce que l'hiver, on voit la lumière du jour, ce qui nous arrivait jamais avant parce qu'on partait à 18h30. Donc le fait de partir à 17h, je vous assure, de voir la lumière du jour, c'est important. Et l'activité chirurgicale a augmenté. Entre 2021 et 2023, on a eu plus 22% d'activité chirurgicale parce qu'on a aussi augmenté en efficience et on arrête en plus les engueulades de 17h30. Voilà. Et donc, vous voyez qu'au-delà de l'activité chirurgicale, donc bon, c'est pas très intéressant, mais vous voyez la courbe bleue. La courbe bleue, c'est la courbe qui me permet de suivre nos ressources RH de médecins anesthésistes réanimateurs, parce qu'on est une grosse équipe d'une 50aine de médecins. Et vous voyez que ça nous a permis de recruter plus 10 ETP. Et donc là, maintenant, on peut travailler dans de bonnes conditions, les anesthésistes aussi. Juste pour terminer, c'est super ce que je vous ai dit et voilà, et je vis pas dans le monde des bisounours. Je vis pas dans le monde des bisounours et il y a toujours des difficultés et ça, il faut s'y attendre et s'y préparer et ne pas trop... Enfin, il faut lutter, mais garder en tête qu'en fait, la transgression fait partie de l'humain. Il y a même des études de sociologie sur la signification des pratiques transgressives des chirurgiens au bloc opératoire. Donc, on a tous envie de transgresser les règles, en fait. Ça fait partie de certains caractères. Donc, ne perdez pas du temps, ne vous épuisez pas, ne finissez pas en burn-out, parce qu'en fait, j'espère qu'on va l'avoir. Est-ce que ça a marché? Rappelez-vous de cette vidéo. Mon papa il dit toujours on ne doit pas manger de mousse au chocolat ou à noisette. Nestlé, une mousse forte en chocolat. Sinon tu trompes la confiance que tes parents ils sont mis à l'intérieur de toi. Voilà. Mousse au chocolat Nestlé.
de Je Nestlé. ne veux pas faire de la pub pour Nestlé. Mais voilà, en fait, on a tous un tout petit peu envie de transgresser les règles parfois et de filouter un peu. Donc voilà, ne perdez pas de temps, appliquez les règles et puis voilà. Et dites-vous que c'est normal, que c'est pas contre vous, c'est juste un peu humain, quoi. Voilà, si tous ces sujets vous intéressent, je vous invite à candidater au comité vie professionnelle santé au travail dans lequel je travaille et qui est super. Donc merci beaucoup.